Pourrais-tu te mettre contre le mur de la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête? Cette simple phrase aurait peut-être dû me mettre la puce à l'oreille plus tôt, mais j'ai passé des années à faire exactement ce que je croyais juste, aimer, donner, persévérer. Quand mon mari est décédé récemment, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi s'était évanouie, comme si on m'avait retiré le tapis sous les pieds, et dans le silence qu'il a laissé derrière lui, il ne restait plus que moi et sa fille, ma belle-fille, avec qui je n'avais jamais vraiment tissé de lien, si ce n'est le souhait désespéré qu'un jour les choses soient différentes. Sa mère les avait quittés, mon mari et elle, en pleine nuit, sans dire au revoir, juste un petit message, et j'ai toujours su que cette blessure ne s'était jamais vraiment refermée, qu'à ses yeux je n'étais rien de plus qu'une intruse, un substitut à quelqu'un qui reviendrait peut-être un jour. Je n'ai jamais cherché à remplacer sa mère. Je voulais simplement faire partie de sa vie. Mais elle ne me l'a jamais laissé oublier. Elle m'ignorait, manipulait les situations, me dépeignait sous un jour négatif et laissait traîner des photos de sa vraie famille, comme pour me faire comprendre que je n'aurais jamais ma place. Même lorsqu'elle a finalement commencé une thérapie et que son comportement s'est lentement amélioré, cette distance invisible persistait, ce sentiment d'être simplement tolérée. Et pourtant, je faisais tout pour elle, je cuisinais, je prenais soin d'elle, je finançais ses études, j'assistais à tous ses spectacles scolaires, je lui ai acheté sa première voiture, je veillais la nuit quand elle avait besoin d'aide et je la traitais comme ma propre enfant, même si au fond de moi je savais qu'elle ne me verrait jamais ainsi. Après la mort de mon mari, tout est devenu encore plus difficile. Son chagrin s'est transformé en colère, et cette colère était dirigée contre moi, comme si j'étais responsable d'une maladie que personne n'aurait pu arrêter. Elle me criait dessus, disait des choses qu'on ne devrait jamais dire, elle a même souhaité que je meure à sa place, et je me disais que ce n'était que la douleur qui s'exprimait à travers elle, qu'elle finirait par comprendre que je n'étais pas son ennemi. Mais ensuite, j'ai trouvé la lettre. Il était ouvert sur son bureau, et lorsque j'ai reconnu son écriture, je l'ai pris machinalement, poussé par le désir, par la nostalgie, par l'envie d'être à nouveau près de lui. Ce que j'ai lu a anéanti toutes mes certitudes. De sa propre main, il confessait aimer encore son ex-femme, celle qu'il avait quittée, qu'à ses derniers instants, il avait souhaité qu'elle soit à ses côtés et non moi, la femme qu'il avait soignée, serrée dans ses bras, et accompagnée jusqu'au bout. Et comme si cela ne suffisait pas, il écrivait à sa fille qu'elle devait me supporter parce que j'avais de l'argent, parce que je pouvais lui offrir une belle vie, comme si je n'étais rien de plus qu'une solution, un moyen d'arriver à ses fins, une banque, et non une épouse, ni un être humain avec des sentiments. Cette lettre m'a plongé dans un second chagrin, non plus pour lui, mais pour la vérité que je n'avais jamais vue, pour toutes ces années vécues dans l'illusion. Tout ce que je croyais réel s'est effondré, chaque souvenir m'a soudain paru faux. Pourtant, je devais prendre une décision, car ma belle-fille planifiait son avenir, rêvait d'une université prestigieuse, persuadée que je financerais tout, comme toujours. Mais cette fois, c'était impossible. Quand je lui ai annoncé qu'elle devrait postuler à des bourses ou trouver d'autres solutions, j'ai immédiatement vu son visage se décomposer, sa surprise se muer en colère. Elle m'a accusé d'être injuste, de ne pas avoir tenu sa promesse, et à cet instant, j'ai compris quelque chose que j'avais longtemps refusé d'admettre. À ses yeux, je n'avais jamais été plus que ce que son père avait décrit dans cette lettre. Alors je lui ai dit la vérité, je lui ai parlé de la lettre, de ce qu'il avait écrit, et que je l'avais testée pour voir si elle me verrait un jour différemment. Mais sa réaction n'a fait que confirmer mes pires craintes. Elle a explosé, m'insultant, brisant mon ordinateur portable, hurlant de nouveau, souhaitant ma mort, et dans ce chaos, la vérité m'a frappé de plein fouet. Elle avait raison. Si j'étais morte, mon mari aurait hérité de mon argent, et leur vie aurait peut-être été ainsi, sans moi. À cet instant précis, la dernière illusion s'est effondrée et j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre bien plus tôt. Je lui ai dit calmement que c'était fini, que je subviendrais à ses besoins jusqu'à ses 18 ans, mais qu'après, je ne la soutiendrais plus, que je ne me laisserais plus instrumentaliser, que je n'essaierais plus de convaincre quelqu'un qui ne m'avait jamais voulu. Depuis, j'ai commencé à me protéger, j'ai installé des caméras, je me suis confiée à ma famille, j'ai demandé à ma mère de venir vivre avec moi et j'ai décidé de modifier mon testament pour que tout ce pourquoi j'ai travaillé aille à ceux qui m'aiment vraiment. La fin de cette histoire n'est peut-être ni conciliante, ni chaleureuse, ni heureuse, mais elle est honnête, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de ne plus essayer d'être quelqu'un d'autre ni de me battre pour une place qui n'a jamais vraiment été la mienne.